Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Tech Hebdo, bienvenue sur la chaîne Tech & Co et c'est parti pour votre rendez-vous dédié à l'actu tech chaque semaine. Salut Jérôme. Salut François, on est ravis de vous retrouver. Et je suis ravi de te retrouver, c'est vrai que ces derniers temps... Deux épisodes sans toi, enfin il revient. C'était dur quand même. Bon, tu veux connaître le sommaire ? J'adorerais. Alors on y va. Voilà de quoi nous allons parler. Steve Jobs, le fondateur d'Apple, décoré à titre posthume. Il reçoit la médaille américaine présidentielle. C'est un événement, malgré tout. Distinction très élevée. Très prestigieuse, ouais. Et puis on parlera, du vintage, comment rendre up-to-date de vieilles chaînes hi-fi. On en parlera avec Octavio. Génial. Notre rendez-vous TechCare, on va s'intéresser à une application qui est censée vous faire des économies en analysant tous vos abonnements. Et voilà, quand on voit qu'aujourd'hui le pouvoir d'achat est en berne, c'est plutôt une bonne nouvelle cette histoire-là. Merci d'être avec nous. On y va pour Tech Hebdo ? C'est parti. Allez. C'est toujours important, un rouleau de scotch. Rouleau de scotch. Je remercie Jean-David Duhart de nous avoir laissé, le réalisateur de cette émission, son rouleau de scotch sur le plateau de Tech Hebdo. Et un réalisateur sans scotch, ça s'appelle du gaffeur. Ouais, c'est ça. Ce n'est pas un réalisateur heureux. De toute façon, JD est un gaffeur aussi, on le sait, bien évidemment. Alors voilà, puisqu'il est habillé pour l'hiver, même au mois de juillet, Jérôme... On va se faire mettre en pièces dans cette émission. On commence par l'actu de cette semaine. Allez, on y va. L'actu, c'est une décoration, François. Oui. Une déco pour, en même temps, un personnage quand même désormais entré dans l'histoire et dans l'histoire de la tech, c'est Steve Jobs, on le disait en sommaire, qui a reçu une médaille aux États-Unis à titre posthume. Voilà, Steve Jobs qui nous a quittés, rappelons-le, le 5 octobre 2011, un vrai séisme dans le monde de la tech. Bien évidemment, un gourou, un dieu vivant des nouvelles technologies. Rappelez-vous ces présentations mythiques de l'iPhone, de l'iPad, etc. etc. L'iPhone qui vient de fêter ses 15 ans et du coup, on a vu ressurgir et ressortir un peu partout, effectivement, cette keynote historique de 2007. Incroyable. Et donc, c'est vrai que c'est une initiative du gouvernement américain de récompenser à titre posthume Steve Jobs. Voilà, c'est un peu leur légion d'honneur à eux. Donc ça s'appelle la médaille présidentielle de la liberté. Et je crois que c'est l'un des plus hauts grades que l'on peut décerner à un civil aux États-Unis. Ah oui. Oui. Il y a 17 récipiendaires, 17 personnes décorées, je crois. Et toi, bien sûr. Alors moi, je ne l'ai pas eu cette année. Tu l'as pas eu cette année, oui. Et je vais candidater pour l'année prochaine. Oui, voilà, tu passes un coup de fil à Joe. Ouais, voilà. Peut-être qu'il pourra faire un effort. On verra. Il faut que je fasse mes preuves encore, quand même, malgré tout. Donc, médaille présidentielle de la liberté remise à Steve Jobs à titre posthume. Voilà, pour récompenser en quelque sorte son œuvre, on peut le dire comme ça. Oui, son œuvre, et puis l'avancée technologique made in USA qu'il a pu apporter finalement, avec toutes les innovations d'Apple. Voilà, c'était le petit clin d'œil pour commencer ce Tech Hebdo. En France, il se passe des choses aussi, et on est également dans les sphères un peu officielles. Tout à fait. Puisque, voilà, vous l'avez sans doute suivi, remaniement ministériel. Et donc, dans ce remaniement ministériel, il y a un nouveau ministre pour le numérique. Et c'est cette fois, en plus, vraiment presque un ministre. Voilà, c'est un ministre délégué au numérique, qui répond bien évidemment à Bruno Le Maire, qui est le ministre de l'économie. Vous le voyez sur l'écran, il s'agit de Jean-Noël Barrot. Alors, inconnu au bataillon, Jean-Noël Barrot. C'est un peu inconnu au bataillon, dans la sphère. Un jeune politique qui, malgré tout, n'est pas un bleu dans ce domaine. Et puis, il a quand même pas mal de compétences. Il a fait de belles études d'économie. Il est passé par le MIT. J'ai vu ça aussi. Oui, il a quand même un profil tech et il a une sensibilité tech. Mais c'est vrai qu'il y avait hésitation. Enfin, on ne savait pas si ce serait un profil vraiment issu du monde de la tech. Il y a quelques députés, notamment, qui sont très, très versés dans toutes les questions liées au numérique. Lui, ce n'est pas son cas. C'est plutôt le versant économique. Lui, c'est plutôt l'homme de la French Tech, des startups, etc. Voilà. Finalement. Comment le numérique, en fait, va développer l'économie de notre pays. Ça va être un peu sa mission. Voilà, donc Jean-Noël Barrot se retrouve avec un poste
poste encore plus honorifique que celui de Cédrico, qui, rappelons-le, était secrétaire d'État. Donc là, il est ministre délégué. Hein. On monte d'un cran. Voilà, on monte d'un cran. C'est dire, en quelque sorte, l'importance du numérique. Voilà, Et d'ailleurs, ça s'appelle bien transition numérique. Tout à fait. Et on souhaite donc bon courage et bon vent donc à Jean-Noël Barrot, qu'on aura sans doute l'occasion de recevoir un de ces jours sur le plateau de l'une des émissions de Tech & Co, c'est sûr. Heureusement pour lui qu'il n'est pas ministre du numérique aux États-Unis, parce qu'il aurait eu une bonne raison de se gondoler cette semaine. C'est vrai. Ou en tout cas de monter au créneau pour sans doute un peu clarifier les choses. Mais regardez ce qui s'est passé à San Francisco. C'est hallucinant. Des taxis robots. Alors déjà, des taxis robots, il faut savoir que... Des taxis autonomes, en fait. Des taxis autonomes, voilà, des taxis autonomes. C'est des taxis de la compagnie Cruise, qui est une filiale de General Motors, qui sont autorisés à rouler à San Francisco depuis peu. Oui. Alors, ça faisait plusieurs semaines qu'ils avaient le droit de circuler en test la nuit, mais à vide. Et depuis quelques jours, ils avaient le droit de prendre des passagers. Tout à fait. Sauf qu'ils se sont mis en grève, visiblement. Il s'est passé quelque chose. Oui, alors vous les voyez, hein, ces voitures un peu particulières avec... qui sont bardés de capteurs sur leur toit. Ouais. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Vraiment, il y a eu comme un bug. Toutes les voitures se sont retrouvées au même endroit et se sont arrêtées. Un peu comme une manifestation de voitures autonomes. C'est ça. C'est dingue. C'est incroyable. On se disait, ce qu'il y a de bien avec les robots, c'est qu'ils se mettent jamais en grève, etc. Ben si, regardez, premier jour du travail, ils s'arrêtent de bosser. C'est dingue. Alors, bon, je pense qu'on aura le fin mot de l'histoire. Il y a dû avoir un bug ou un problème de géolocalisation. Il a fallu plusieurs heures pour débloquer le truc. Hein. Oui. Et ça crée des embouteillages monstres dans des quartiers de San Francisco. C'est incroyable, cette histoire. Et puis, de l'autre côté, il y a quand même ce truc... Enfin, là, on est en train de voir le futur avec cette voiture, ce taxi. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Je crois qu'il n'y en a qu'une vingtaine pour l'instant qui sont en test aux US. Il y en a 8 qui ont bugué. Hein, c'est un peu comme un Uber. Hein. Tu prends ton truc, ton iPhone, tu commandes un taxi, et puis d'un coup, tu vois un taxi arriver, il n'y a pas de chauffeur. Il n'y a pas de chauffeur. Et ce taxi va t'emmener d'un point A à un point B tout seul. C'est dingue. Et le problème, c'est que dès qu'il y a un souci comme ça, eh bien, les forces de l'ordre sont vachement embêtées. Alors, il y avait déjà eu un incident avec un taxi qui s'était fait arrêter, entre guillemets, par la police parce qu'il roulait la nuit sans lumière. Sauf que les policiers se sont retrouvés avec ce truc. Vos papiers. Vos papiers, mais il n'y a pas de chauffeur. Vos papiers, s'il vous plaît. Mais il est passé où, le chauffeur? Ça va faire bizarre, quand même. Ça fait quand même très, très bizarre. C'est le futur, les amis. On y est, ça y est, on est dans le futur. C'est rigolo parce qu'en fait, ça confronte plein d'habitudes, je dirais, plein de petites choses de la société qui vont disparaître ou qui vont être complètement modifiées. Tu as raison. Ça va être bizarre. On va vivre des moments insolites. Ça, c'est certain. On va bien rigoler. Ouais, et vivement que ces taxis autonomes arrivent en Europe et pourquoi pas en France. Hein. Ouais. Mais il faut qu'il les débug d'abord. Ouais. Enfin, cela dit, un taxi autonome qui arrive à Paris, je pense qu'il sera déjà buggé quand il va arriver chez nous. Mais même à San Francisco, ça va être quelque chose. Parce qu'ils sont autorisés à circuler dans certaines routes. Que dans certaines voies. Voilà, allez, encore une news high-tech, François. Ça, c'est ton rayon, c'est le métavers. Ah bah oui. Hein, ça, je dors dedans. Tu dors dedans. Je me couche dans le métavers comme ça. Je sais, je te comprends. Ça, c'est bien avec mon petit masque. C'est très confortable d'ailleurs. Non, enfin tout ça, l'actualité pour vous dire que bien sûr on parle de métavers tout le temps, peut-être un peu trop. Peut-être un peu trop. Sans doute. C'est pas que de notre faute. Hein. Non. C'est aussi les constructeurs, les communicants qui mettent du métavers le partout. Marketing, etc. Le marketing, dernier exemple en date, celui d'HTC. HTC que l'on connaît pour ses masques de réalité virtuelle, très réussis d'ailleurs, hein, les Vive. HTC qui a été un acteur très intéressant du smartphone il y a encore quelques années, et qui là nous a annoncé le Desire 22 Pro, qui est un smartphone dédié au métavers, Jérôme. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je compte sur toi pour nous dérouler un PowerPoint et nous expliquer en 3 quarts d'heure ce que c'est. Bien sûr, c'est facile. Hein. Ils ont dû se dire, écoutez, vous savez quoi, les gars, il y a un mot qui est à la mode, c'est métavers, on n'a qu'à dire qu'il est compatible métavers. Non, ça va un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'il est conçu pour se connecter à ces lunettes que vous apercevez, qui sont les Vive Flow. Et donc, pour pouvoir envoyer du contenu en réalité virtuelle, immersive, etc., sur ces lunettes qui sont fabriquées par HTC. Et puis, il y a aussi l'autre versant du métavers. Il est capable de gérer des crypto-monnaies et des NFT. En fait, il y a un wallet intégré. Ça, c'est pas tout à fait le premier sur le marché. Un wallet sécurisé pour stocker certaines crypto-monnaies et des NFT. Voilà pourquoi on l'appelle le smartphone métavers. Voilà, un écran de 6,6 pouces. C'est pas le top du top en termes de technologie. Hein. Il n'a pas le dernier Snapdragon. C'est un téléphone, on va dire, qui est plutôt moyen haut de gamme. Voilà, à quoi ça sert? On ne sait pas trop. Est-ce que ça va être un succès?
J'en doute quand même, parce que HTC en plus est un peu sorti est sorti un peu de ce créneau du smartphone. Alors, est-ce que c'est un coup de com'? Est-ce que derrière, peut-être que HTC prépare aussi peut-être un univers dédié à la VR avec le masque, avec le téléphone, etc. Et tu l'as dit, ils étaient pionniers avec le HTC Vive. Ils étaient pionniers sur la réalité immersive comme ça, mais ils se sont vraiment fait distancer. Et si vous voulez vraiment ce téléphone, vous allez pouvoir vous l'offrir à 450 €. Voilà pour l'actu. On passe à nos invités. Oui, on attaque nos invités tout de suite. Venez en paix, chers invités. Bonjour Victor Gignon. Bonjour. Bonjour Victor, vous êtes le cofondateur d'Octavio. Et alors vous êtes un peu un magicien. Vous prenez du vieil analogique qui cracouille, qui fait des scritch, vous le mettez dans un appareil et là, paf, ça ressort en numérique. Alors avec toujours les scratch, mais ça marche avec tous nos appareils d'aujourd'hui. Il a bien résumé ? C'est ça, c'est un peu l'inverse. On va prendre la source numérique pour le donner à un ampli qui serait analogique, qui ne serait pas connecté. D'accord. En fait, on a sorti un produit qui s'appelle Octavio Stream, qui est un lecteur réseau. Et le but vraiment, c'est de redonner goût à la haute fidélité pour redémocratiser Oui, en fait, on va dire le plaisir de l'analogique. Le plaisir qu'on avait à l'époque et qu'on a pu peut-être perdre avec les sources numériques, avec le développement des sources numériques. Alors le produit, c'est tout simple, il se branche en fait par un câble à votre amplificateur qui n'est pas connecté, qui est analogique. C'est du jack derrière ? C'est du jack, mais c'est compatible avec toutes les connectiques, jack RCA, jack aussi mini-tosfin, si vous avez un stéréo. Externe, stéréo évidemment. Attention, hein. Et ensuite, on le configure à votre réseau Wi-Fi. La technologie utilisée, c'est le Wi-Fi, justement parce qu'en fait, ça permet d'avoir une bien meilleure qualité sonore. C'est-à-dire que comparé à ce qu'on connaît avec le Bluetooth et des formats plus numériques, on peut passer beaucoup plus de débit. On peut avoir des fichiers du coup qui sont high res, haute résolution, c'est-à-dire des fichiers audio qui sont sans perte et sans compression sonore. Alors attendez. S'il vous plaît. Qu'on comprenne bien. Monsieur Octavio, on peut vous appeler Monsieur Octavio. Oui. Il n'y a pas de problème. Victor, je plaisante. En gros, Jérôme a une vieille chaîne hi-fi avec l'ampli qui permet d'écouter la radio, la platine vinyle et le platine cassette. Oui. Il a un bouton auxiliaire et il va brancher sur le bouton auxiliaire votre système, c'est ça ? C'est ça. Et ensuite, il pourra profiter de toutes les sources numériques sur son système qui n'étaient pas connectées. Donc, le smartphone, les services de streaming, AirPlay 2. Et tout ce qui est numérique. D'accord. Pour les services de streaming, il faut que ça passe par le smartphone ou bien vous avez Alors, ça ne passe pas directement par le smartphone. Vous voyez notre application mobile de contrôle comme une télécommande. Et l'appareil se connecte directement au service de streaming pour aller chercher la musique en meilleure qualité. Il n'y a aucun traitement du téléphone entre-temps. Donc ça, c'est pour les gens qui ont une chaîne hi-fi qui veulent continuer à utiliser en fait et à mettre du Spotify ou du Deezer dedans. Complètement. Et n'oublie pas, Jérôme, aujourd'hui, les anciennes chaînes hi-fi sont très design, sont très recherchées. De par leur côté vintage et trouvent leur place dans les salons. Oui, il y a un côté vintage et il y a aussi un côté, on va dire, affectif. Vous avez passé votre enfance, même longtemps avec la même chaîne hi-fi dans laquelle vous avez investi il y a quelques années, vous n'avez pas envie de vous en séparer pour pouvoir passer au connecté. Les usages ont évolué, nous on permet de suivre cette tendance. D'ailleurs, je suis super ému parce que l'ampli qu'on aperçoit sur votre pub, c'était le mien. Donc voilà, vous pouvez le rendre connecté. Bon, ça fait un quart d'heure qu'il m'en parle. Un quart d'heure. Avant l'émission, il n'arrêtait pas. Oui, c'était un Sansui, etc. Sansui AU117. De 1922. Il était super. Donc ça, c'est la petite boîte qui est là. Combien ça coûte ? Ça coûte 199 €. D'accord. C'est vendu dans des magasins de grande distribution et dans des boutiques spécialisées, également sur notre site internet. Donc là, on est d'accord que ça transforme n'importe quel chaîne hi-fi en lecteur Spotify, Deezer, AirPlay, etc. de la maison et du smartphone. On est d'accord. Ok. Vous avez apporté une deuxième boîte. Qu'est-ce que c'est que cette boîte ? Alors l'autre, c'est un tout nouveau produit qu'on a lancé il y a tout juste quelques semaines. Alors on reprend la même technologie connectée que le petit boîtier lecteur réseau. Mais en fait, on vient ajouter un système d'amplification. Et là, vous pourrez directement driver et amplifier des enceintes colonnes, des enceintes bibliothèques dans votre domicile. Et tout est connecté. Et du coup, vous avez également des sorties, différentes entrées auxiliaires, sorties caisson de basse, pour vraiment avoir un ampli compact et complet. En fait, on s'est rendu compte que sur le marché, il n'y avait pas d'ampli qui était compact et qui pouvait s'intégrer facilement dans n'importe quel domicile. Et c'est ce qu'on a fait avec l'Octavio Amp. C'est une super idée. Ce qui fait que derrière, je peux brancher des sources analogiques. Je peux brancher une platine vinyle, par exemple. Une platine vinyle, un lecteur CD, un téléviseur, tout ce que vous souhaitez, tout ce qui passe dans un ampli. Là, vous mariez vraiment le numérique et l'analogique. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux, quoi, finalement. C'est ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a des systèmes qui sont hybrides. On n'est plus forcément sur de l'analogique, mais les sources sont de plus en plus numériques. D'accord. Alors, on trouve, je crois, déjà ce type de produit, mais souvent étranger. C'est des marques étrangères, c'est pas français. Donc, on est content de vous avoir. Et en plus, c'est souvent très, très cher.
Là, vous êtes sur quel positionnement prix Alors nous, on essaie de faire des produits qui soient le plus abordables possible, et c'est pour ça qu'on est à 200 € sur le lecteur réseau et à 700 € sur l'ampli. 700 €, les concurrents, en effet, sont un peu plus chers, ont une autre technologie. On est effectivement français, nous, on a à cœur vraiment de faire produire au maximum en France dès que c'est possible, d'avoir aussi un peu cette démarche éco-responsable. On fait assembler nos produits dans un ESAT par des personnes en situation de handicap. Toute la conception des produits, on fait en sorte que ça soit durable, que ça puisse être mis à jour. On est sur des matériaux recyclés et recyclables, et on essaie d'avoir vraiment cette démarche d'éco-conception pour avoir un impact le plus positif possible, parce qu'après tout, nous, notre but, c'est de faire du neuf avec du vieux, si je puis dire. C'est pas mal ça. C'est vrai qu'il y a une notion aussi de reconditionnement là-dedans, enfin en tout cas de gestes pour la planète, parce que... De durabilité. De durabilité. On a un vieil ampli qui dormait dans la cave. Et qui doit marcher encore. Qui doit marcher encore. Un ampli en général, ça s'abîme pas trop. Vous prenez de bonnes enceintes qui peuvent avoir 20-30 ans et qui ont toujours une bonne qualité de rendu sonore. Vous branchez ça et vous avez un truc qui est super cool. Quels sont les clients de vos produits? C'est plutôt c'est plutôt des vieux nostalgiques comme nous ou des jeunes? Il y a un peu de tout. Les personnes forcément qui ont déjà un système hi-fi, qui veulent le rendre connecté. Principalement des personnes qui s'intéressent vraiment, on va dire, à la haute fidélité, parce qu'on a quand même un produit qui est très qualitatif. On va jusqu'au format high-res, le meilleur format du marché. Ah ouais, donc c'est vraiment pour la qualité sonore qu'on utilise nos produits. Si j'ai un ampli très haut de gamme avec des enceintes high-res, votre système est compatible? Le format sera compatible, on pourra driver du très bon son dessus. Pas mal. Super. Donc, comment vous avez eu l'idée d'aller sur ce marché? Vous êtes des professionnels de l'audio? Alors on est passionné de musique avec mon associé en fait, et nous en fait on avait justement cette problématique parce qu'on avait des chaînes hi-fi auxquelles on était attachés, on aimait beaucoup le son, mais c'était plus compatible avec une nouvelle manière qu'on avait d'écouter de la musique via les services de streaming. Du coup on a commencé par le lecteur réseau. On a testé, on a vu que ça fonctionnait bien, on l'a mis sur le marché et en fait ça a intéressé directement plein de gens parce qu'en fait c'est un produit qui n'existe pas dans cette gamme de prix et dans cette qualité-là. Du coup il y avait vraiment un intérêt. Et après on a fait aussi le constat que comme on disait tout à l'heure, il y a plein d'enceintes qui sont jetées et elles fonctionnent encore et elles sont jetées à cause de leur manque de fonctionnalité. Et là donc vous redonnez une seconde jeunesse à tout ce matériel. Vous êtes une start-up, on peut le dire? Oui, une jeune entreprise. On dit souvent qu'une start-up c'est compliqué de lancer du hardware et que c'est plus facile de se positionner sur des applis, du soft et tout. Vous confirmez? C'est une aventure que de lancer du matériel? Oui, complètement. À la fois au niveau certification, production, il y a des contraintes là aussi qui sont liées avec la période actuelle. Mais en fait, on a le hardware, mais on a aussi tout le logiciel qui tourne derrière, qui va faire tourner le hardware, le système numérique, et toute l'application. On a eu l'application mobile qui est totalement... qui s'appelle Octavio Virtuos, qui est aussi un aspect différenciant par rapport à la concurrence, parce qu'il y a le plus ergonomique et avec une meilleure interface. Et en fait, on a tout le développement également logiciel et tout ce qui vient derrière. Du coup, en fait, on a vraiment une palette très complète de métiers et de choses à faire. Oui, vous n'êtes pas que sur le hardware en fait. Oui, il y a tout ce qui est autour. Où est-ce qu'on trouve ces produits? Alors, le lecteur Octavio Stream, vous le trouvez par exemple à Boulanger, à la Fnac ou dans des boutiques spécialisées, mais sur notre site web également, Amazon. Et l'amplificateur, pour l'instant, il est disponible sur notre site web. Okay. Il vient juste de sortir. Il vient de sortir, il y a tout juste 3 semaines. Voilà, et il est disponible, on peut le trouver facilement? Oui, sur notre site web. Non, enfin vous en avez en stock quoi. Ah oui, avec les pénuries de semi-conducteurs, tous ces trucs-là. On a un peu de stock, mais ça devrait aller. Très bien. Écoutez, bravo. Super, belle idée. Et bonne chance pour Octavio. Alors évidemment, les concurrents, on les a pas cités, mais c'est Sonos, oui, etc. Oui, il y a Sonos, il y a d'autres marques aussi qui sont plus ésotériques, mais intéressantes. Merci Victor. Merci à vous. Cofondateur donc d'Octavio. Jérôme, il est temps de terminer ce Tech Hebdo avec notre rendez-vous. Tech Care. On va vous faire économiser des sous. Dès qu'on parle d'économie, tout le monde reste là, évidemment. Ah bah oui, franchement, vous êtes comme ça. Dès qu'on parle d'argent, vous restez avec nous. Cela dit, vous avez raison. Quand on voit que le pouvoir d'achat, on va dire des Français, mais voilà, de tous les citoyens de ce monde est en train de fondre. Dès qu'on peut essayer de gratter quelques euros de ci, de là, on ne dit pas non, Jérôme. Bonjour Bertrand Germain. Bonjour Jérôme. Bonjour Bertrand. Bienvenue sur le plateau de Tech Hebdo. Vous êtes CEO de Sherpa avec un C. Sherpa, une application mobile pour surveiller tous les abonnements qu'on a tous, parce que c'est vrai qu'on est maintenant dans une ère d'abonnement. On souscrit peut-être parfois un peu vite, après on ne sait plus où on en est en fait. Exactement. Mobile et web d'ailleurs, puisque j'y suis là. Oui, effectivement, on n'a pas encore développé la version mobile, on est sur le web, mais donc effectivement plutôt avec un design qui
destiné au mobile quand même. D'accord. Et effectivement, vous avez raison, on souscrit des abonnements et puis on les oublie. Et il n'y a pas de honte à ça, on est très nombreux à être comme ça. On les oublie, mais le problème c'est que pendant le temps on s'en rend un peu compte. 3 euros par-ci, 6 euros par-ci, par là, voilà. etc. Un petit tarif d'électricité qui augmente sans qu'on l'ait vraiment vu passer, une facture de régularisation qui tombe, et là, ça coince et ça commence à faire un peu mal. Voilà ce qu'on essaie de résoudre comme problème. Alors, comment est-ce que vous le résolvez? Alors, tout simplement, on prenez tout à votre charge. Oui, exactement. On est très généreux. C'est très sympa, c'est tout à votre honneur. Oui, cool. Tout à fait. Oui. C'est vraiment une bonne idée. Plus sérieusement. Non, plus sérieusement, en fait, on part du principe que tout ça se produit en fait, parce que tout simplement, chaque consommateur que l'on est, on a beaucoup de mal à y passer notre temps à surveiller ces sujets. On trouve ça très peu intéressant, c'est chronophage. On n'y comprend pas grand-chose, c'est souvent même assez opaque. Et donc, en fait, on a développé une techno qui fait ça à la place du consommateur. C'est extrêmement simple. On vient simplement en fait analyser un document, une facture, un échéancier, et c'est à partir de cet élément qu'on va en gros profiler votre mode de consommation et votre tarification. Et puis à côté de ça, on regarde le marché en temps réel, en continu, et on confronte constamment votre situation par rapport au marché. Alors, c'est pour voir si on a des abonnements adaptés à nos besoins, c'est ça l'idée? Alors, il y a deux idées à ça. La première, c'est est-ce que effectivement vous consommez ce que vous payez? Ouais. Ça, c'est quand même un élément qui est hyper important, parce que peut-être que vous êtes suréquipé. Et le deuxième élément, c'est très bien, si vous consommez à peu près ce que vous payez, est-ce que vous ne pourriez pas le payer moins cher? Parce que finalement, il n'y aurait pas quelque chose de plus économique, de plus adapté à votre besoin toujours, mais un peu plus économique que ce que vous avez aujourd'hui. D'accord, mais on parle de quel type d'abonnement? Alors aujourd'hui, on est positionné sur deux types d'univers. L'énergie, qui est quand même un sujet un peu sensible en ce moment. Hein, donc, on parle là d'électricité et de gaz. Et puis ensuite, tout ce qui est télécom, donc tout ce qui est box internet et forfait mobile. C'est globalement les abonnements que vous allez retrouver à peu près partout, dans tous les foyers. C'est vite des budgets qui peuvent représenter quelques milliers d'euros par an pour un foyer, une famille. Ah oui, bien sûr. Oui, parce qu'en fait, vous allez cumuler un peu d'électricité, un peu de gaz, d'Internet, 3-4 forfaits mobiles. Si on ne fait pas attention, exactement. Ça coûte cher. Et donc, c'est ce qu'on appelle des dépenses contraintes. Vous n'avez pas trop le choix, vous êtes obligé de les avoir, parce que c'est compliqué de ne pas consommer ces services. Oui, compliqué de ne pas avoir d'électricité à la maison, par exemple. En revanche, ces dépenses contraintes, elles ont un impact sur votre pouvoir d'achat. Et donc, on a probablement moyen de pouvoir les optimiser un petit peu et d'aller donner du confort à notre utilisateur. Donc si vous détectez que je paye trop cher mon électricité, vous allez me suggérer de changer d'opérateur, c'est ça? Oui, exactement. Mais on va toujours vous dire ce qu'on pense. C'est-à-dire que même si on pense que votre truc est bien, on va vous le dire. Et ça, je pense que c'est déjà une grosse valeur. Parce qu'en fait, comme on est tous un peu perdus en tant que consommateur, le fait de se dire, OK, là, je suis à peu près correctement servi, je suis bien équipé, c'est bien. Donc, vous ne poussez pas la conso, quoi. Vous non. Pas là. Enfin, il y a aussi une partie de conseil. Il y a une partie de conseil, effectivement. C'est importante. De conseil, et en fait, on sait très bien que, en fait, en réalisant cette démarche de conseil, dans la mesure où on continue à veiller ensuite sur votre contrat, ce qui peut être vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai dans 3 mois. Je peux vous avoir dit qu'aujourd'hui, c'était OK, et puis dans 3 mois, vous allez récupérer mes datas et de temps en temps me dire, recevoir un mail ou je sais pas quoi. Je vais vous notifier en disant, là c'est bon, ou là, attention, là. Ça commence à coûter trop cher. Exactement. Et vous avez des offres plus intéressantes à côté. Oui. Mais alors, comment ça marche? Par exemple, moi, j'ai pas de gaz chez moi. Je sais pas si tu as du gaz, toi, chez toi. Non, pas de gaz. Électricité. Tiens, prenons une facture. Voilà. On veut voir si ma facture EDF représente ce que je consomme, etc. Comment je fais? Je clique sur électricité, là je suis sur votre site, il faut que je rentre mon nom, mon prénom, etc. Enfin, on va vous inciter à déposer une facture. Donc une facture. Donc un PDF que je récupère. Un PDF, une photo, peu importe, on va pouvoir exploiter ça. Et en fait, de cette facture, on va venir retirer 3 types d'informations. Des informations qui vous concernent, comment est-ce que vous appelez, où est-ce que vous habitez, des informations qui concernent votre contrat, chez qui vous êtes engagé, combien vous payez, depuis quand, quelle a été votre évolution tarifaire. On va comprendre un petit peu l'évolution de ce contrat. Et puis, 3e élément, des informations d'ordre d'usage. Comment vous consommez là vous parlez d'électricité, est-ce que vous êtes en tarification de base, en tarification air pleine heure creuse, est-ce que c'est un tarif qui est avantageux pour vous ou pas? Et puis, voilà, on a récupéré ces informations et ensuite on passe notre temps à les confronter par rapport au marché. C'est vrai que c'est un sujet qui est super sensible, notamment l'électricité en ce moment. Oui. Et parce que quelquefois, c'est presque plus intéressant de payer un tout petit peu plus cher, mais de savoir qu'on aura des garanties sur la durée. On l'a vu récemment avec l'électricité, où des abonnements pas chers se sont pris des augmentations en pleine figure que les abonnements plus chers n'ont pas eu, en fait. Alors, clairement, il y a eu des évolutions qui ont été parfois négatives. Maintenant, notre outil de veille, ces évolutions, il les a détectées. Et donc, en fait, il a prévenu notre utilisateur
qu'il fallait qu'il fasse quelque chose, plutôt d'ailleurs, qu'on lui recommandait de faire telle action, simplement qu'il la valide et on a réalisé l'action de changement pour lui. Ouais. Donc en fait, moi je dis ça parce que je suis très méfiant par rapport au changement d'opérateur électrique. Mais en fait, vous avez une réaction qui est tout à fait classique en tant que consommateur français, parce qu'effectivement on se dit bon bah là finalement ça va à peu près, je suis à peu près couvert. Mais si vous pouvez aller gratter 5 à 10% de votre facture mensuelle, tout simplement en étant un peu plus optimisé, et néanmoins surveiller pour essayer de s'assurer que quand il y a un changement qui se produit, vous ne se faites pas impacter. Plus revenir en arrière. Voilà, c'est quoi votre modèle économique? Alors on utilise un modèle économique de courtier digital. Donc en fait on est rémunéré par les opérateurs, donc par les fournisseurs chez qui vous allez devenir un client. Donc vous avez intérêt à pousser tel ou tel abonnement? Non, en réalité, aujourd'hui, en fait, notre algo, il score 7 paramètres. On essaie de l'expliquer de manière assez transparente. Dans ces 7 paramètres, il y a un paramètre qui est la rémunération que nous, on touche sur le contrat dont on vous a parlé. Mais il y en a 6 autres qui vont être votre économie à vous, la qualité de service, la pénibilité au changement, enfin bref, tout un tas de paramètres qui font que, en fait, on va toujours privilégier l'intérêt de notre utilisateur par rapport au nôtre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on sait que sur la durée, une fois que vous nous avez donné un contrat, vous allez nous donner d'autres contrats et que même si on n'a pas gagné d'argent... Donc il faut gagner la confiance en fait, des clients. Oui. On peut économiser combien en moyenne si on cumule l'électricité, la box internet et le mobile? On a une idée ou pas? Oui, on arrive vite à plusieurs centaines d'euros. On passe largement les 500-600 euros par an. C'est incroyable, hein? Ouais. Avec les mêmes qualités de service. En fait, vous êtes sur un marché où vous avez systématiquement tous les fournisseurs ont des offres d'appel donc ils vont vous donner de la promo en tant que nouveau client. On a théorisé ça sous la logique de taxe de fidélité, c'est-à-dire que plus vous êtes fidèle finalement à un opérateur, plus vous allez payer cher votre service. Voilà. Ça s'appelle Sherpa. Donc alors ça devrait être l'inverse. Exactement. Merci beaucoup Bertrand Germain. Et bien voilà, avec ces petits conseils pour augmenter notre pouvoir d'achat, ce Tech Hebdo se termine, Jérôme. Oui, on se retrouvera, je crois bien, la semaine prochaine. Et oui, et je crois bien que ce sera la dernière de la saison. Donc on sort ta plus belle chemise, bleu clair comme d'habitude. Et on vous souhaite bien évidemment une très très belle semaine. Merci d'être là. Portez-vous bien, salut à tous. Bientôt.